Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Simon Compaoré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Bonsoir, Monsieur Compaoré. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, contrairement aux autres émissions, on ne va pas revenir sur votre parcours. On l'avait déjà fait sur ce même plateau. Monsieur Compaoré, votre parti vient de tenir son congrès extraordinaire pour investir son candidat à la présidentielle. Et sans surprise, c'est Roch Kaboré qui va défendre les couleurs de votre alliance. Au lendemain de ce congrès extraordinaire, quels sont les enseignements que vous pouvez déjà tirer à chaud? D'abord, nous pouvons être satisfaits de ce qui s'est passé hier. En organisant ce congrès extraordinaire, nous avions des objectifs à atteindre. D'abord, montrer que notre capacité de mobilisation est intacte. Cet objectif a été largement rempli, atteint, puisque hier, la cuvette du Palais des Sports a refusé du monde. Deuxièmement, c'était l'occasion pour nous également de faire un bilan. Le bilan de la mise en œuvre du programme quinquennal du président Roch Marc Christian Kaboré. Puisque nous avons géré, il y a le devoir de redevabilité qui s'impose à nous. Cela, la rencontre d'hier a été l'occasion de faire ce bilan, un bilan positif qui a mené l'ensemble des militants, des congressistes à proposer que l'homme qu'il faut mettre au devant pour défendre nos couleurs à l'élection du 22 novembre 2020 pour choisir le nouveau président, c'est bien Roch Marc Christian Kaboré. Donc là également, on n'a eu aucune difficulté, c'était à l'unanimité que cette décision a été prise. Enfin, nous devions consacrer ce candidat-là, candidat de notre parti à la face du monde, à la face des Burkinabés. Cela aussi a été bien rempli. Alors, qu'est-ce qui fait il a été investi. Qu'est-ce qui fait de Roch Marc Christian Kaboré le candidat idéal pour vous? Ben, d'abord, c'est quelqu'un qui a l'expérience, puisqu'il est en train d'achever un mandat qui, en dépit du contexte dans lequel s'est déroulé ce mandat, il a su cultiver la résilience et mobiliser les populations autour de lui, ses militants, toutes les forces de progrès pour arriver à des résultats au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'école, pour ne citer que ces secteurs sociaux de base. Et donc, aujourd'hui, on est content de constater que malgré les difficultés, il y a des résultats. Nous ne faisons pas de l'autosuffisance. L'occasion nous a été donnée également de voir des insuffisances, de pointer du doigt des insuffisances. Et ce deuxième mandat que nous cherchons pour le camarade Roch Marc Christian Kaboré va être l'occasion de combler ces lacunes. Mais certains ont estimé, concernant la personnalité du président, qu'à un certain moment, il a manqué d'autorité, par exemple, ou de fermeté, et que vous savez, le considère comme le président diesel, par exemple. Il faut faire beaucoup attention. Bon, quand on n'a jamais géré, c'est comme le spectateur qui est sur les gradins, qui dit « passe là-bas, là, fais la passe, fais ceci et cela ». Et quand on le met sur le terrain, ça devient compliqué. La pratique n'est pas facile. Mais ceci dit, si le président Roch avait agi autrement, avec brutalité, vous allez voir les critiques, c'est ces mêmes personnes qui allaient avancer des critiques. Je crois que il suit son tempo, et comme un doyen de la presse a dit, ben, c'est cette façon-là aussi
de montrer sa personnalité qui nous a évité beaucoup de choses. Si c'était des gens extrêmement chauds comme nous autres, ben, on allait renverser la calebasse. Voilà. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Quand on est chef d'État, extrêmement important pour gérer un pays de plus de 20 millions d'habitants comme le Burkina Faso. Monsieur Compaoré, ce qu'on a remarqué à ce congrès extraordinaire, et beaucoup ne l'ont pas compris, c'est justement l'absence de votre champion qui a été représenté par un envoyé spécial. Beaucoup n'ont pas compris, en tout cas, que le président... Non, je crois que vous comprenez. Ceux qui veulent comprendre comprendront qu'il n'a pas terminé son mandat. Au jour d'aujourd'hui, il reste président de tous les Burkinabés. Et donc, c'est au regard de certaines considérations qu'il a préféré envoyer quelqu'un pour respecter ces milliers. Il y avait plus de 4000 délégués qui sont venus à ce congrès, pour les respecter et leur dire aussi merci et dire qu'il a entendu leurs mots et qu'il répond positivement pour représenter ces milliers de militants, de sympathisants du MPP, mais aussi des alliés du MPP, à l'appel d'être leur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Alors 5 ans après, quand on écoute beaucoup, ils estiment qu'ils n'aimeraient pas être à la place du président Roch Kaboré parce que ces 5 ans ont été émaillés de tellement de difficultés, crise sécuritaire bien sûr, crise sociale, crise sanitaire. On a l'impression qu'à chaque jour, son lot de difficultés. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, cela n'entame peut-être l'entrain de votre Cher ami, ce sont les difficultés du genre qui révèlent les grands hommes. Si tout devait se dérouler sur des roulettes, ça serait trop beau. Et justement, c'est dans des difficultés comme celles que nous avons vécues et continuons de vivre qui déterminent la capacité des uns et des autres à gérer un pays. Parce que c'est ainsi la vie. Il y a des hauts et des bas. Et il faut savoir gérer les hauts et savoir gérer les bas. En tout cas, nous avons beaucoup de l'admiration pour cet homme d'État qui, au contact de la pratique, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est responsable, il a assumé des responsabilités de haute charge, ce qui lui a permis de connaître ce que c'est que les difficultés de gestion de la collectivité d'un pays comme le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas ça également? Parce qu'en 2015, c'était donc une campagne bâtie également sur l'expérience, cette capacité, bien sûr, à gérer sur la base du vécu. Et votre candidat était présenté comme la solution. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que, en tout cas, cette image-là est conforme? Parce que certains estiment qu'on a plus de problèmes que de solutions aujourd'hui. Non, ça dépend de la manière dont vous mettez là où vous mettez le prisme. Moi, je dirais que ce qui nous a été donné de voir démontre à souhait qu'il est bien l'homme qu'il fallait pour diriger en ce temps précis-là et s'en sortir et ne pas sombrer devant ces nombreuses difficultés qui sont nées. Et je crois que personne ne pensait à l'arrivée d'une maladie comme le Covid. Oui, même ceux qui ne nous aiment pas ne peuvent pas dire que c'est Roch qui a amené le Covid. Voilà, c'est des choses qui se sont présentées sur notre chemin, ni d'ailleurs l'insécurité, le terrorisme. C'est des choses qui se sont invitées à nous et il fallait faire, comme disent les militaires, lorsqu'on rencontre un obstacle, une montagne, et qu'on ne peut pas percer la montagne pour y passer,
ben, on contourne l'obstacle. Monsieur le Président, vous l'avez martelé, vous ne doutez pas de la victoire de votre candidat. Vous entrevoyez même une victoire au premier tour, un coup KO. Mais écoutez... Alors qu'est-ce qui vous rend si sûr? Mais écoutez, quand vous allez à une bataille là, et puis vous vous dites que vous hésitez si vous allez vaincre ou pas, ben, il vaut mieux retourner et puis fuir, hein, chercher à vous cacher quelque part. Parce que quand on va à la guerre, pour le coup KO. Quand on va à la guerre, on se dit qu'on va gagner. Et on met l'entrain et les moyens nécessaires. Nous sommes des combattants et nous partons à une guerre que nous tenons coûte que coûte à remporter, mais dans la transparence, dans la loyauté et dans le cadre des lois et règlements de notre pays qui gère les questions électorales. En tout cas, à plusieurs reprises, on a entendu le chef de file de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, qui également estime que dans les conditions actuelles, il est impossible qu'il y ait un coup KO le 22 novembre prochain. Mais écoutez, vous voyez, ce qui est beau dans notre pays, là, en dépit des difficultés que nous vivons, c'est la liberté d'opiner. Lui, il a opiné, et je respecte ses opinions. Moi aussi, j'opine. Tout dépend de la conviction de chacun et du prisme avec lequel nous analysons la situation nationale. Voilà. Ce que nous considérons comme étant des acquis, d'autres estiment que ce ne sont pas des acquis. Mais qui va nous trancher, c'est le peuple in fine qui va nous trancher. Et nous n'avons pas de souci à ce niveau-là. Il faut simplement être convaincu qu'on va à une guerre et qu'on y met les moyens, comme nous avons fait hier. Ben, il y a des gens qui nous prenaient pour un parti moribond qui, devant les innombrables difficultés, n'avait plus de ressort. Nous avons démontré à souhait hier que nos capacités restent intactes. Les militants sont mobilisés, prêts pour aller au charbon, et sont convaincus qu'avec notre détermination et l'ambiance qui nous caractérise et la volonté farouche de vaincre, c'est comme dirait l'autre, where there is a will, there is a way. Monsieur le Président, vous l'avez donc dit tantôt, vous, en tout cas, pour vous, le bilan de ces 5 ans de gouvernance, en tout cas, c'est un bilan positif. Mais sur le terrain, quand on regarde, on a cette année le sondage Prisimètre du CGD qui a été présenté récemment et qui montre que, en tout cas, les Burkinabés ne sont pas satisfaits. En tout cas, le président a obtenu la note de 4,53 sur 10. Est-ce que ça ne bat pas en brèche un peu cet optimisme que vous avez? Vous êtes un journaliste et un jeune journaliste qui lit beaucoup, qui suit beaucoup et qui sait ce que c'est que les sondages. C'est une opinion à intenter qui peut varier d'un moment à l'autre. Les exemples font foison. On avait dit qu'un tel prédit l'échec d'un tel candidat, de tel candidat, et qui, au finish, c'est ce candidat-là qui est porté victorieux. Alors, donc, ceci dit, non. Il a toujours existé des sondages et on va continuer à connaître des sondages. Même à un moment vraiment très proche des élections, et selon la loi, bon, on peut toujours avoir des sondages là. Et vous verrez que ça ne serait pas les mêmes chiffres. Donc, ces sondages-là, nous n'avons aucun problème. Et ceux-là qui ont fait ce sondage ont pris soin de dire les points sur lesquels les gens sont satisfaits. Parce qu'on manque de dire cela aussi. Quand on parle de 4, là, quand on dit 4, ça masque, c'est globalisant. Mais en fait, tout dépend. Pour chaque élève, c'est la moyenne générale qui compte. Non, mais tout dépend. Si pour vous, ce sont les secteurs sociaux de base qui comptent là, votre décision sera prise en fonction de ça. C'est ce matin,
après la messe, j'ai fait un tour dans les zones non loties, à Boissa, et j'ai vu la formidable transformation de la zone là-bas, avec une très belle route, longue, avec des caniveaux, avec un éclairage impeccable. Et les gens me faisaient comme ça. Je sentais que les gens étaient contents. Et je me suis arrêté, même j'ai échangé. Et les gens ont dit, ce que nous voulions ici, nous l'avons eu. Et moi, j'étais content. Parce que c'est leur attente. Ça remet en cause les 4,53. Non, je ne dis pas, non, attendez. Je dis, c'est sur la base d'un certain nombre d'hypothèses que cela a été fait. Je respecte, vraiment je respecte ceux-là qui ont fait le travail. Et tenez-vous, là où on a pointé les insuffisances, c'est une façon de nous aider. Et nous prenons le temps qui nous reste pour combler les insuffisances qui ont été pointées. En tout cas, l'une des grandes insuffisances, c'est au niveau de l'insécurité. Là-bas, il y a également beaucoup d'insatisfaction. De plus en plus de Burkinabés se sentent en insécurité. Pour vous, est-ce que c'est un échec du mandat? Non, mais non, on ne peut pas parler comme ça. Parce que quand vous parlez d'insécurité, c'est comme si c'est juste le Burkina Faso, dans son enclave, qui a généré cette situation et qui traîne cette situation. La question du terrorisme, de l'insécurité, ce sont des phénomènes mondiaux. Qu'on soit en Europe, dans les Amériques, en Océanie, en Afrique, en Asie, aujourd'hui, ce sont ces questions-là qui constituent des problèmes existentiels pour l'humanité. Et donc, comme d'ailleurs le Covid, pourquoi vous n'ajoutez pas le Covid? On va y venir, Monsieur le Président. Alors, c'est pour dire simplement que la question de l'insécurité s'est invitée à nous, nous a empêchés de faire totalement ce que nous voulions faire sur certains points du programme du président. Mais malgré cela, nous n'avons pas baissé les bras. Est-ce qu'on n'est pas en panne de solutions? Parce que le citoyen s'attend à ce que le président prenne les bonnes solutions pour résoudre les problèmes. En panne de solutions. Et même sur la en situation panne de solutions, sécurité. je veux qu'on soit honnête avec soi-même. Citez-moi un pays du monde où on est arrivé à éradiquer le terrorisme. Il n'y a plus de terrorisme, les gens se baladent, ils ne pensent même plus à ça. Citez-moi un pays dans le monde. Même ceux qui ont 1000 fois, 100 000 fois plus de moyens que le Burkina aujourd'hui sont toujours en lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que c'est un phénomène mondial qui nécessite que chaque peuple se mobilise, mais qu'il y ait, on jette le pont entre les différents pays, entre les différents continents, parce que c'est un phénomène mondial qui demande que les gens conjuguent leurs efforts pour bouter hors des continents ces fléaux qui menacent l'existence de l'humanité et qui s'appelle le terrorisme. Donc, vu sous cette... être comptable de la situation? Non, on n'est pas... Non, je ne dis pas ça. Mais ceux qui pensent là que c'est... Parce qu'il y en a qui le disent aussi, de bonne foi ou de mauvaise foi, que c'est le président Roch qui a entraîné tout ça. Il n'y avait pas ça. Comme si c'est lui qui est venu appuyer sur le déclencheur pour amener le terrorisme. Ça, ce n'est pas juste là. C'est un phénomène qui s'est placé sur notre route et nous sommes mobilisés, on continue de nous mobiliser et avec la mobilisation du peuple pour combattre, pour traquer ce fléau-là et pour l'amener à sa portion congrue. C'est une lutte de longue haleine et ce qui a été donné dans d'autres pays
démontre à souhait que ce n'est pas une question de quelques jours. Il faut apprendre désormais à lutter contre le terrorisme, contre le banditisme. Et comme on est en train d'apprendre à vivre avec le Covid. Avec le Covid. Monsieur le Président, l'un des grands engagements également, sur lesquels donc, on attendait bien sûr le bilan, c'est la lutte contre la corruption. Zéro tolérance, en tout cas, c'était ce que le président avait affiché en 2015. On a vu dernièrement donc beaucoup d'affaires qui ont touché des personnalités dans le premier cercle du président. On peut parler du ministre de la Défense. Dernièrement, c'est un de ses conseillers qui a dû démissionner. Est-ce que tout cela ne vient pas également entacher quand même le bilan du mandat? Parce que c'était un mandat qui était censé être un mandat aussi pour l'exemple. Oui, mais écoutez, je ne vais pas suivre votre question. Mais il faut éviter une chose. Est-ce que vous, j'imagine que vous êtes marié, vous avez la famille, vous avez des enfants. En tout cas, si vous n'en avez pas encore, je vous souhaite d'en avoir. J'en ai, monsieur le président. Voilà, merci. Dieu merci. Et ce n'est pas parce que parmi vos enfants, quelque chose s'est passé au niveau d'un enfant qu'on va immédiatement vous charger de tous les péchés d'Israël. Et même parmi certains qui parlent, la question de la corruption est une question qui mérite d'être placée au titre des priorités. Et nous l'avons fait. Ceci dit, c'est comme le terrorisme, c'est comme la maladie. Vous soyez par-ci, vous traquez le terrorisme par-là, et il apparaît de l'autre côté. C'est pourquoi là aussi c'est une lutte de longue haleine. Et ce que vous dites là, ben moi je ne veux pas faire beaucoup de commentaires. C'est des soupçons. Mais aujourd'hui, tout ce qui se dit autour de ces personnalités, la justice n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi il faut éviter aussi, tout en pointant du doigt, de ne pas avoir l'impatience d'attendre à ce que la justice fouille, regarde et in fine dise le droit. Mais ça fait tâche qu'un ministre de la Défense quand même se retrouve à la maison d'arrêt. Écoutez, vous savez, le monde là, le monde, j'allais dire le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Moi j'ai vécu dans ma chair des choses qui ont failli m'amener très loin. Vous savez, moi je voudrais que lorsqu'il y a un dossier, qu'on mette tout en œuvre pour faire éclater la vérité et dire le droit. Si les camarades que vous avez cités là, à la fin du processus qui doit aboutir à un jugement, ils sont coupables, ils payeront. Ça c'est clair. Nous tous, personne n'est au-dessus de la loi. Mais de là à jeter un discrédit sur tout ce qu'on fait, là aussi, ce n'est pas juste. Alors, attendons. Pourquoi vous êtes si pressé? Non, la justice, on n'est pas pressé, oui, même la justice fait beaucoup attention. Parce que la présomption d'innocence, là, si on ne l'a pas en tête, vous pouvez enterrer beaucoup de gens. Alors, ceci dit, nous, au niveau de notre parti, du MPP, au niveau de notre système aujourd'hui, nous sommes contre la corruption, nous sommes contre le vol, nous sommes contre la malgouvernance.
Et nous allons nous y employer. Nous employer à réunir tout ce que nous pouvons réunir pour lutter contre la corruption. C'est pour ça qu'on a fait des avancées au niveau des textes. Il y a des choses qui ont été améliorées. Il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire dans le temps et qui peuvent être faites aujourd'hui et qui permettent de montrer notre volonté à aller dans le sens d'une lutte conséquente contre la corruption. Monsieur le Président, ce qu'on vous reproche également, c'est le Front social. Un mandat donc marqué par des grèves à répétition. Cette semaine même, il y en a eu une grève de 48 heures déclenchée donc par, en tout cas, une coalition de syndicats. Là également, on a l'impression qu'il y a quand même un problème parce que le fil du dialogue aujourd'hui semble être rompu. Est-ce que ça également, ce n'est quand même pas une des lacunes, disons, de ce mandat? Mais là aussi, quand vous faites votre analyse, on dirait que c'est partiel. Il y a combien de syndicats au Burkina? En même temps que vous dites qu'il y a des gens qui sont allés en grève, vous deviez dire il y a des gens, il y a des syndicats, et pas des moindres, qui ont refusé d'aller en grève. Mais quand on opine comme ça permet d'équilibrer les choses. Mais quand vous payez complètement noir, alors qu'on doit mettre du blanc ici, pour faire la beauté de la chose. C'est ce qui a caractérisé, je ne parle pas de cette grève seulement. Pendant les 5 ans, il y a eu la grève. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas aller en grève à cause de ce qui a été avancé. Voilà. Ça veut dire encore une fois de plus qu'on est dans un pays de liberté où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, aller en grève pourvu simplement qu'ils respectent les lois qui encadrent ce droit constitutionnel. Et ce que vous dites là, vous ne dites pas non plus ce que le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré a fait depuis qu'il est au pouvoir pour les travailleurs. Le ministre de l'économie et des finances est sorti l'autre jour. Il a fait un point global sur la situation économique du pays et il vous a dit, il a rappelé ce qui a été fait pour les fonctionnaires, dont la masse salariale est passée de 2015 à nos jours presque à doubler. Et plus de 400 milliards, aujourd'hui on est à plus de 1000 milliards. Juste pour les salaires. C'est une première. Dites-moi, même si vous êtes jeune, pour le temps que vous avez vécu là, dites-moi sous quel régime les salaires des fonctionnaires ont évolué de cette façon-là. Et de la manière, le problème? Manière vertigineuse. Non. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement et les syndicats ne peuvent pas s'asseoir? Les syndicats estiment que le gouvernement fait le dialogue. Mais non. Le Premier ministre a bien dit qu'il a invité les travailleurs, les syndicats, à la négociation sur certains points. Ils ont dit d'attendre et ils continuent d'attendre. Alors, je veux simplement dire qu'il y a la volonté pour les gouvernants de faire en sorte que la situation des travailleurs et notamment la fonction publique s'améliore. Pour vous, ce sont les syndicats qui exagèrent? Mais ils n'oublient pas qu'ils n'ont pas été, le pouvoir là n'est pas venu uniquement pour les fonctionnaires. Il y a les paysans, il y a les éleveurs, il y a les commerçants, il y a les autres travailleurs du privé, il y a des secteurs sociaux de base qu'il faut développer dans l'intérêt bien compris de toute la communauté nationale. Santé, éducation, école, route, bien-être social. Et donc, et tout ça, ça demande de la mobilisation de ressources. Et quand on gère, il faut savoir faire une juste allocation de
des ressources. L'élargissement que de vous faites l'UTS, rentrer. récemment également, on a raboté les indemnités des magistrats. Est-ce que tout cela... Mais là, vous voyez que vous êtes... Vous fixez là où vous voulez développer, dans la même décision là. Il y a des gens qui ont vu des indemnités augmenter. Hein, dans la même décision là. Et pourquoi vous n'en parlez pas? Et alors, c'est pour ça, il faut essayer d'être juste. Être juste, parce que quand on gère le pays, on doit avoir une vision qui vous amène à faire un balayage global. Un balayage qui vous amène à prendre en compte tous les compartiments de la société. Ce n'est pas uniquement, on ne gère pas que des fonctionnaires. Moi, j'étais fonctionnaire, je sais de quoi je parle. Mais il y a des commerçants, il y a des gens du privé, il y a les autres acteurs de la vie économique. Si tous ces gens-là n'étaient pas là, ce n'est pas les 200 000 fonctionnaires là, qui allaient pouvoir faire tourner la boutique, là. Je veux dire, la machine économique du pays. En tout cas, Monsieur le Président, voilà. C'est l'ensemble de ce bilan que vous allez bien sûr défendre pendant la campagne pour ces élections qui se profilent. Ah oui, il y en a, parce que le temps ne nous permet pas de dire combien d'écoles on a construit, combien de maternités, de CSPS, de centres d'éco on a construit, d'hôpitaux on a construit, et combien de kilomètres de routes ont été bitumés, et on parlait de la lutte contre l'insécurité, combien de routes ont été lampantées pour atténuer l'action des bandits qui sévissent dans nos villes et campagnes la nuit. Bon, tout ça, il y a l'aide pour la première fois. Moi, je suis jeune comme vous, mais j'ai dit que depuis que je suis né, vivant dans ce pays-là, je n'ai jamais vu autant d'efforts faits dans le domaine de la santé. La gratuité des soins, ça qu'on le veuille ou non, c'est à écrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. En tout cas, vous aurez l'occasion de développer. Voilà. Vous avez appelé, bien sûr, hier à resserrer les rangs, à laisser de côté les mesquineries, les querelles intestines. Est-ce que là, la preuve que vous avez peut-être des inquiétudes, quand on sait que pendant ces 5 ans, il y a eu également, à certains moments, des dissonances, disons, et des frustrations qui se sont exprimées au sein du parti. Est-ce que ça, ce n'est pas un motif d'inquiétude? Cher ami, quand vous êtes un parti, un grand parti, c'est comme une famille. Quand la famille est nombreuse, il ne peut pas ne pas y avoir de problèmes. L'essentiel, c'est que le chef de famille s'entoure d'éléments nécessaires pour toujours gérer et trouver des solutions. Sinon, la vie sera fade. Donc, cet appel... Mais quand il y a des frustrations, on se souvient, le docteur Émile Paré avait parlé d'une gouvernance transitionnelle avec trop de place accordée à la société civile au détriment de ceux qui ont mouillé le maillot en 2015. Mais c'est son point de vue. Mais vous voyez que même au niveau du parti, on permet aux gens d'opiner. C'est son point de vue. Mais c'est la vision du président aussi de tenir compte du fait qu'on a toujours besoin du plus petit que soi. Et surtout en politique. Quand on ne perçoit pas ça, on tombe dans le décor. C'est une façon aussi de gérer et de bien gérer en se disant... Vous ne doutez pas de l'engagement de ceux peut-être qui s'attendaient à quelque chose après les élections? Non, tout le monde... En contrepartie de leur engagement et qui ne l'ont pas vu venir? Non, on ne peut pas... Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être maire, tout le monde ne peut pas être conseiller. Mais tous ceux qui veulent apporter une contribution, il y a suffisamment d'espace. Donc dans le parti, comme d'ailleurs dans tous les partis, il y a des mécontents. Mais l'essentiel, c'est que même si vous êtes mécontent, quand l'heure de la mobilisation vient, c'est en rang serré, comme disent les militaires. Vous avancez. Tenu les élections le 22 novembre,
Bien sûr, la polémique a réjailli cette semaine après donc, la recommandation formulée par l'Assemblée nationale à l'issue d'une tournée dans 5 régions qui est donc de découpler les élections. Et dans votre discours, vous dénoncez en tout cas des agendas cachés et des prévisions diaboliques de certains qui appellent à la non-tenue des élections. À qui faites-vous allusion, Monsieur le Président? C'est bien. Même si vous n'avez pas posé la question, j'allais expliciter mon propos. Et lorsque je faisais cette citation, il ne s'agissait pas des députés, non. Ceux qui ont compris, comme ça, ils sont complètement dans l'erreur. Moi, je parlais des gens, certaines personnes ou certaines personnalités qui sont dans l'opposition. L'opposition non affiliée. Et qui ont tout fait, et qui font tout des pieds et des mains pour que les élections n'aient pas lieu et qu'on passe, et ils ont eu le kilo de le dire, à une transition. 3 ans. Et ça, c'est de ça que je faisais allusion. Je ne pensais pas aux députés, non. C'est à ces gens-là. Vous ne pensez pas à Alassane Bala Sakandé, par exemple? Non. Oh, écoutez, mais pourquoi vous cherchez la petite bête là où elle n'existe pas? Pourquoi Alassane Bala Sakandé, c'est un camarade, c'est un responsable. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Elles sont bonnes. Et ce que vous ne savez pas, il vient de temps en temps chez moi. Et nous travaillons ensemble. Nous sommes tous responsables au niveau du bureau exécutif national du MPP. L'autre jour, il est venu, on a causé et on est parti. Et quelqu'un s'est amusé à jeter un message là sur le net que Bala est venu chez moi, il est sorti tout fâché, tout... Quand on a vu ça, c'est lui-même qui m'a dit, est-ce que j'ai vu le message là? Mais c'est lié, lié certainement à certaines, attendez, on a tous certains épisodes. Attendez, manga, il y a eu un clash. Attendez, non. Est-ce que il avait été soupçonné de vouloir créer un parti politique? Attendez, est-ce que ça autorise que quelqu'un écrive quelque chose de faux, d'imaginaire et jette ça sur le net? Bon, écoutez, je crois qu'il faut, comme dirait l'autre, laisser les choses basses mourir de leur propre sort. Aucun problème avec Bala Sakandé. On a bien d'autres choses à faire ensemble avec Bala, c'est de préparer et de nous préparer pour que notre candidat soit élu au premier tour à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Monsieur le Président, les élus ont fondé quand même leurs recommandations sur, comme je l'ai dit, une tournée dans 5 zones du Burkina Faso, qui est donc de découpler les élections, parce que la circonscription électorale pour la présidentielle, c'est bien l'ensemble du territoire, mais pour les législatives, les contraintes sont différentes. Est-ce que quand même, il n'y a pas des arguments aujourd'hui qui tiennent? D'abord, je vais être court sur ce point-là. Nous avons, en tout cas ce qui nous concerne, notre parti, nous avons félicité les députés pour l'initiative qu'ils ont prise d'aller sur le terrain, communier avec les populations, comme l'exécutif l'a fait. Le président était l'autre jour à Djibo, et d'autres sont partis ailleurs. Et le fait que les députés se soient déplacés, c'était une très bonne chose. Ça donne cette impression aux yeux de ceux-là qui sont dans la souffrance, qui ne sont pas oubliés, qui sont partie intégrante d'un pays qui s'appelle le Burkina Faso et d'un peuple, le peuple burkinabé. Et donc, c'était une bonne initiative. Mais ils ont vu qu'il y a des problèmes sécuritaires. On est pris par le temps, Monsieur le Président. Mais les problèmes sécuritaires, en allant,
il savait qu'il y avait des problèmes sécuritaires. Donc ce n'est pas là la question. C'est aussi de rassurer les populations que tous, nous faisons focus avec le président du Faso pour faire en sorte que tout ce qui peut être fait le soit dans l'intérêt bien compris de ces populations qui ont été obligées de se déplacer de leur lieu d'habitation pour aller ailleurs à cause de l'insécurité. Et même qu'ils ont profité de donner à manger, de vivre. Mais quand ils se rendent compte sur le terrain qu'il y a des provinces où l'enrôlement n'a pas pu se faire, de nombreuses communes... Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. L'État... Mais au niveau de la classe politique, vous insistez pour maintenir le 22 novembre pour les législatives. Vous croyez que la classe politique ne sait pas qu'il y a eu des difficultés dans certaines zones? Nous avons travaillé avec la CENI. La CENI nous a fait le point. La sécurité d'État, enfin la sécurité, les militaires, les gendarmes, les policiers qui assurent la sécurité de notre pays, ils nous ont rencontrés également, ils ont fait le point lors d'une réunion tenue par le Premier ministre. Et toutes les informations ont été données sur une carte, en notant les zones où la CENI n'avait pas pu encore aller. Et le président du Faso a donné des instructions fermes. Et c'est ce qui a valu que notre programme soit élaboré par la CENI et qui a consisté à repartir dans la plupart des zones non visitées et qui va amener à améliorer la superficie couverte du territoire en matière d'enrôlement. Ceci dit, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais vous croyez, ce n'est pas seulement au Burkina, mais c'est parce que il y a des problèmes en Afghanistan qu'on a refusé d'organiser les élections. Les élections ont été organisées. Attendez, au Mali, il y a eu les élections, au Niger, il y a eu des élections, dans d'autres pays où il y a la guerre. Mais au Mali, l'opposition a été enlevée. Attendez, non, ne mélangez pas. Il ne faut pas mélanger. C'était pendant la campagne. Non, faut pas. Mais alors, est-ce que ça a empêché que les élections se tiennent là? C'est arrivé, c'est regrettable. Nous sommes intervenus également pour souhaiter que ce leader que nous connaissons, qui a servi dans notre pays ici, retrouve la liberté. C'est tout ce que nous souhaitons et nous prions pour qu'il en soit ainsi. Mais ceci dit, je dis, nous devons travailler. On ne va pas faire blanc-seing aux terroristes. Il faut que les terroristes sachent que malgré ce qu'ils font de mauvais, nous développons une dynamique pour montrer que c'est avant tout notre pays et nous avons le devoir de faire en sorte que ce pays-là ne sombre pas, que tout ce qui doit être réalisé dans ce pays le soit. Ça sera notre façon aussi de répondre aux terroristes, mais pas leur faire comprendre que nous sommes vaincus. Nous avons la certitude qu'on ne peut plus rien faire. Non. Donc pour vous, le débat est clos. Élections législatives et présidentielles couplées le 22 novembre. À titre personnel... Non. Je veux que vous posiez bien les questions. Nous avons été... Le président a rencontré l'opposition et la majorité. Il a expliqué ce que les députés sont venus lui dire. Il a eu un document. Et ce document, il nous a fait l'amitié de nous partager ce document-là. Et nous a demandé, en retour, de réfléchir sur tout ce qui a été dit dans le document et de lui revenir. Ce qui a été déjà fait, et dès lundi, demain, nous allons déposer le fruit de nos réflexions par rapport à ce qui est couché dans ce document. Donc, il appartient in fine au président de Faso, puisqu'il doit faire retour au niveau des députés, de dire ce qu'il estime. De trancher. Voilà, absolument. Quelles sont vos ambitions? À titre personnel, Monsieur le Président, quelles sont vos ambitions pour ces élections?
Mais les ambitions, mais ça a été dit à haute intelligible voix hier, c'est de gagner. Je pense et gagner que vous-même, proprement. en tant que Simon Compaoré, est-ce que vous allez être, par exemple, candidat à la députation? J'ai déjà répondu à un de mes passages ici. Là. Non, moi, mon cas ne compte pas. Et moi, j'ai fini mon job. J'ai été candidat dans le temps à plusieurs reprises. Jamais siégé à l'Assemblée. Mais j'ai été élu au moins 2 fois, 3, je ne me rappelle pas exactement, et jamais siégé. Mais vous ne serez pas sur les listes cette année. Mais pourquoi vous voulez que je sois sur les listes? Ce n'est pas des gens qui manquent au MPP. Il y en a. Il y en a. Et les dossiers, nous sommes en train de les vendre, ça sort comme des petits pains. Donc nous avons suffisamment de la ressource et de la bonne ressource. Et vous verrez que nous sortirons nos listes avec des gens qui tiennent la route Sans Simon et qui Compaoré. peuvent se battre. Oui, mais pourquoi vous tenez coûte que Simon Compaoré soit sur les listes? Hein? Je n'y tiens Moi, pas, je- c'est parce que certains vous prêtent des ambitions. On estime que Non. Simon Compaoré veut être député, qu'il veut devenir Attendez, président de l'Assemblée si- nationale après. Si je veux être député, est-ce que je peux faire semblant en tant que responsable du parti au pouvoir? Non, écoutez, ce que vous dites là, c'est pour les esprits faibles. Vous avez vu un responsable de parti qui veut être député et qui se pose des problèmes? Non. Moi, j'ai décidé de faire en sorte que notre comportement soit un comportement responsable. Aujourd'hui, nous travaillons avec des jeunes qui sont avec nous, avec des jeunes qui peuvent être nos enfants. Alors, il faut faire confiance à ces jeunes-là qui sont en train de montrer Laisser la place à la nouvelle que génération. petit à petit, la relève là, est assurée. Voilà. C'est pour tout ça qu'il ne faut pas encombrer les voies. Il faut les dégager et pousser tous ceux-là qui se battent. Et nous avons des jeunes, nous sommes fiers, qui se battent et qui font bouger les lignes. Monsieur Compaoré, actuellement le processus électoral a été émaillé entre tant de soupçons de fraude électorale. Un parti de la majorité a même été épinglé. On a vu le président Zéphirin Diabré qui réclame aujourd'hui au préalable un audit indépendant et international du fichier. Est-ce que tout cela aujourd'hui ne vient pas encore compliquer davantage un processus qui était déjà difficile? Non. Peut-être vous étiez absent du pays pendant un certain temps, mais moi, depuis la fin de mes études en 80 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais quitté le Burkina. Donc j'ai assisté à toutes les compétitions électorales qui se sont tenues dans notre pays. À chaque processus électoral, il y a eu des problèmes à gérer. Problèmes de fraude, ceci et cela. Mais je dois vous dire sur cette question-là que notre parti, le MPP, n'a pas besoin de frauder pour gagner. Mais est-ce que vous comprenez l'exigence Attendez. du président Zéphirin Diabré? Oui, non. Là-dessus, j'ai déjà répondu. Il n'y a aucun problème. Même lorsqu'à notre niveau, nous avions fait le chronogramme, lorsqu'on devait discuter, nous avons mis dans le chronogramme, là, nous avons prévu le temps qu'il faut pour faire l'audit, l'inclure, parce que c'est une possibilité qui est donnée. Donc là-dessus, il n'y a même pas de débat. Si c'est l'opposition qui veut qu'il y ait des auditeurs internationaux qui viennent auditer le fichier, pas de problème. C'est de leur droit. Si c'est la majorité qui le veut aussi, pas de problème. Si c'est d'autres personnes qui le veulent aussi, pas de problème. Ça c'est prévu, il n'y a aucun problème. En 2015, non, bien avant, le fichier a été déjà audité, d'ailleurs par quelqu'un, un Malien, un général,
qui avait de l'expertise et qui est venu. Le président Zéphirin Diabré soupçonne la majorité parce que estimant qu'il y a peut-être des machines qui ont été pour faire des environnements parallèles. Vous quand même qui êtes vous êtes un homme normal. Alors, vous pensez on peut aller voler les machines, ce n'est pas mon point de ou vue aller compte, fabriquer des machines de la CENI, alors que dans la CENI, il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a la société civile. Non, je pense que le débat là n'est pas à ce niveau. Je sais que l'immense majorité des Burkinabés savent qu'il n'y a pas un parti qui peut aller subtiliser des machines. Pour vous, le président Diabré est de mauvaise foi? Non, écoutez, vous êtes responsable de vos propres propos. Laissez-moi, je suis suffisamment grand pour m'assumer et assumer mes propos. Et laissez-moi choisir mes propos. J'ai dit simplement que ce que le président Zéphirin a demandé ne pose pas problème. Et nous sommes d'accord. Et je pense que ça ne doit pas poser de problème non plus au gouvernement. C'est quelque chose qui est prévu. Et ça ne se discute pas. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, les actes de fraude dont vous avez parlé, nous sommes pour que tous ceux qui vont être pris la main dans le sac soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Ça, on ne s'amuse pas dessus. Parce que nous souhaitons que ces élections-là soient transparentes, crédibles, indiscutables, et que quand les résultats vont être donnés, que ceux qui seraient battus reconnaissent qu'ils ont été battus à la loyale. Monsieur le Président, cette semaine, il y a eu encore, en tout cas, une accusation de Human Rights Watch qui accuse, en tout cas, les forces de défense et de sécurité du Burkina d'être auteurs encore d'exactions, notamment donc une fosse commune qui aurait été découverte, en tout cas dans les environs de Djibo, plusieurs dizaines de corps, en tout cas sur la base d'indications. Quand on lit en tout cas le rapport des personnes interrogées au téléphone, aurait en tout cas estimé que ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont impliquées. Déjà une réaction. Estimer, est-ce qu'ils ont apporté des preuves? Moi j'ai lu la partie du rapport qui parle de cette question-là. Ils sont dubitatifs, c'est pas, ils n'affirment pas en disant voilà des preuves incontestables. Mais vous savez, pour cette question-là, la solution là est simple, c'est d'investiguer. Parce que quand vous restez à des milliers de kilomètres, vous appelez quelqu'un sur le terrain et vous questionnez la preuve là. Vous avez vu même ici à Ouaga, quelqu'un qui a dit ce qu'il n'a pas vu et qui a dit que quelqu'un est venu chez moi, sorti fâché, vous voyez, ça ne traduit aucune réalité. Maintenant, je crois que le gouvernement a répondu. Et moi, je m'allie derrière ce que le gouvernement a dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, il y a des accusations. Quand il y a des accusations, il faut checker. Il faut faire des investigations. Parce que ce que certains ne savent pas, il y a combien de tenues de militaires qui ont été volées? Il y a combien d'armes qui ont été volées par des terroristes qui utilisent ces mêmes tenues et ces mêmes armes pour traumatiser les populations dans notre pays? Alors, vous savez, et même ici, quelquefois, on arrête des bandits qui sont en tenue de douaniers ou de militaires ou de policiers ou de gendarmes. Alors, je souhaite que on soit patient et qu'on n'aille pas vite en besogne. Le dernier point sur cette question-là, vous voyez, moi je connais des pays qui ont refusé qu'on juge leurs militaires. Même quand on a su... par exemple. Non, écoutez, moi, ça c'est vous. C'est vous. Moi je n'ai pas nommé les pays. J'ai dit, il y a
des pays qui refusent qu'on condamne leurs militaires, même quand on sait qu'ils ont commis des exactions. Est-ce que c'est parce que le Burkina Faso est un petit pays avec 20 millions seulement qu'on va jeter l'anathème sur nous? Nous avons un peuple à défendre et on va le défendre. Il y a des militaires qui sont tombés sur le terrain. Il y a des policiers qui sont tombés. Il y a des gendarmes qui sont tombés. Il y a les agents de la... Les eaux et forêts? Non, de défense de la patrie. Les volontaires. Les volontaires de défense de la patrie qui sont tombés. Il y a des populations qui sont tombées. Ce qui me chagrine, là, quand il s'agit du vrai peuple, là, le peuple saint, on n'en parle pas beaucoup. Même quelquefois, le soutien là est timide. Alors, quand c'est d'autres, bon, on dit, ah, bon, franchement, soyons justes. Alors, les militaires, les gendarmes, les policiers, les éléments de défense de la patrie et tous les autres corps, tous les autres combattants, nous devons leur être reconnaissants pour leur engagement. Monsieur le Président, le coronavirus, aujourd'hui, au Burkina Faso, beaucoup de relâchements sur le terrain. 12 cas jeudi dernier. Fadam Gourma, jusque-là, épargné, est désormais touché. Est-ce que vous êtes inquiet? Au cours de notre congrès extraordinaire d'hier, nous avons adopté une motion de félicitations au gouvernement par rapport à sa mobilisation, pour avoir su mobiliser les populations pour lutter contre la Covid-19. Comme vous le dites, Dieu merci, nous avons été accompagnés par l'Éternel. Et on a vu que la situation à un moment s'est tassée. Et le compteur s'est calé à 53 décès et depuis ça ne bouge pas. Mais de nouvelles infectations sont en train de naître. Et lorsqu'on regarde, comme vous le dites, c'est comme s'il y a un peu de relâchement, que ce soit dans les lieux de culte, dans les marchés, dans les services, un peu partout. Les gens pensent que la maladie est partie. Elle est toujours là. Monsieur le Président du Mali, des manifestations hier, l'ORTM qui a été envahi, l'Assemblée nationale saccagée, le président Ibeka qui a annoncé de nouvelles mesures hier dans la nuit. Mais du côté de l'opposition, en tout cas, on estime toujours qu'on n'est pas satisfait. Du côté du M5, je vais dire, pour vous, quelle doit être la solution au Mali aujourd'hui? Je demande pour le Covid-19 que les gens continuent de respecter les mesures barrières, parce que la maladie n'est pas partie. Pour le Mali? Continuons à consolider nos acquis à ce niveau-là. Pour le Mali, c'est un souhait que nous émettons et nous demandons au Tout-Puissant de faire peser les cœurs là-bas, aussi bien du côté des opposants que du côté du pouvoir. Nous avons besoin de nous unir parce que nous avons un ennemi redoutable qui est le terrorisme, qui fait que aujourd'hui le Mali, si on devait demander la principale préoccupation, c'est l'insécurité, c'est le fait que les terroristes continuent à terroriser, à verser le sang, à donner la mort. Où est-ce qu'on en est, Monsieur le Président? Et pour ça, nous souhaitons que la paix revienne au Mali pour qu'ils puissent s'unir pour lutter contre l'ennemi commun. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Une plainte avait été déposée contre vous pour port illégal d'armes. C'était en fin 2017, je crois. Où est-ce qu'on en est, Monsieur le Président? Allez demander à la justice. Moi, je ne suis pas la justice. Je suis Simon Compaoré. Et quand on va m'appeler, vous saurez comment appeler. Mais ce n'est pas à moi de vous répondre. La justice est là. Vous savez où sont les juges. Bon, apprêtez-vous dès demain pour aller poser la question à qui de droit. Merci, Monsieur le Président, d'être passé sur notre plateau. Merci. À rappel, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était donc M. Simon Compaoré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Merci de nous avoir suivis à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.